Salut Sam. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Une idée qui est un peu partout en ce moment, surtout avec l'IA, le techno-optimisme. Oui, on en entend parler constamment. Mais on le questionne finalement assez rarement. Et attention, le but du jeu, c'est pas de dire que la technologie c'est mal, loin de là. Non, bien sûr. L'idée c'est plutôt de plonger dans une critique qui suggère que cette foi quasi aveugle dans la technologie, Comme solution universelle. exactement, qu'elle pourrait être en fait une partie du problème. Pour faire ça, on va s'appuyer sur un essai qui secoue un peu le cocotier. Un texte de Curtis Yarvin qui s'intitule « Un manifeste techno-pessimiste C'est un texte assez percutant. ». Très percutant. Et notre mission, ça va être de décortiquer ces arguments, qui sont souvent très provocateurs. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il commence très fort, avec une analogie médicale un peu déroutante. Pour lui, le techno-optimisme, c'est comme une sorte de prédiablette. C'est une image faite pour marquer les esprits, pour nous sortir un peu de notre torpeur. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le techno-optimisme est un peu comme le sirop de maïs dans l'alimentation moderne. Ah oui, d'accord. On en consomme partout, tout le temps, sans même s'en rendre compte. C'est devenu une idée de fond, presque, une religion d'État non officielle. Surtout dans la culture américaine, j'imagine. Surtout là-bas, oui. Ça postule que le progrès technique et le progrès moral, c'est les deux faces de la même pièce. L'un entraîne forcément l'autre. Et l'essai de Yarvin, en fait, il ne fait que poser une question toute simple, Mais qui dérange? mais qui dérange. Et si cette équation était fausse? Et si, aujourd'hui, elle ne fonctionnait plus du tout? Un prédiabète idéologique, donc. Et comme pour toute maladie, l'auteur propose une cure. C'est ça. Une cure qui prend la forme d'une expérience de pensée assez radicale qu'il nomme le protocole de Johannesburg. L'idée, c'est de s'imaginer passer une semaine là-bas. Voilà. Et on n'est pas dans un pays qu'on qualifierait de sous-développé. La technologie est partout. Les iPhones fonctionnent, on voit les gratte-ciel, les autoroutes. Toute l'infrastructure d'un monde moderne est là, oui. Exactement. Mais le but du voyage, ce n'est pas de faire du tourisme, c'est de se prendre la réalité en pleine face. C'est un choc, en fait. C'est de constater la coexistence de cette technologie de pointe avec une société qui, pour reprendre ces termes, était objectivement plus fonctionnelle il y a 50 ans et qui aujourd'hui, par endroits, ressemble à un décor de Mad Max. C'est brutal comme comparaison, hein. C'est brutal, mais c'est fait pour ça. C'est pour casser le confort intellectuel de quelqu'un qui vit, disons, à San Francisco et qui pense que tous les problèmes peuvent se résoudre avec une application. D'accord? Et la question que l'essai pose alors, elle est assassine. Comment l'IA, le Web3 ou la réalité virtuelle vont-ils réparer ça? Et la réponse est? La réponse, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et pour Yarvin, cette prise de conscience que la technologie seule est impuissante face à ce genre de délitement, c'est le début de la guérison. Et il va même plus loin. Il précise que pour les cas les plus avancés, il y a une thérapie de choc. Ah oui. La thérapie de Kinshasa. On imagine que le principe est le même, mais en version encore plus intense. Il ne la détaille pas, mais rien que le nom. Le nom suffit, ouais. Il évoque une confrontation encore plus directe avec la fragilité de la civilisation, même quand la technologie est présente. C'est ça qui est important. C'est une cure radicale. Mais pour bien comprendre, il faut revenir au diagnostic. Yarvin dit qu'on se trompe en regardant une seule courbe de progrès, celle de la technologie. Pour lui, il y en a une deuxième. Et c'est là que tout se joue. C'est le cœur de son analyse. La première courbe, c'est celle qu'on connaît tous, celle qu'on nous montre sans arrêt. La courbe technologique. La loi de Moore, la puissance de calcul, l'IA, elle est exponentielle. Elle monte vers le ciel. D'accord. Mais il en met une autre en face, beaucoup moins glorieuse. Qui est? Celle de l'ordre, de la cohésion sociale, de la fonctionnalité de base de la société. Et selon lui, celle-ci est en chute libre. Ce qui est fascinant, c'est que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Complètement. On a toujours plus ou moins assimilé le progrès technique à l'amélioration de la civilisation. Lui dit que l'histoire prouverait plutôt l'inverse. C'est son argument choc. Il rappelle que, si on y regarde bien, la plupart des grandes civilisations ne se sont pas effondrées par manque de technologie. Au contraire même. Au contraire, elles se sont souvent effondrées à l'apogée de leurs compétences techniques. Prenez l'Empire romain. Oui, bon exemple. Une maîtrise incroyable du génie civil, les aqueducs, les routes, le béton, une logistique militaire sans précédent. Et pourtant, le tissu social, les institutions, l'ordre civique se désintégraient de l'intérieur. La technologie n'a pas pu arrêter la chute. Elle l'a peut-être même masqué pendant un temps. Il y a une phrase dans l'essai qui illustre ça de façon très crue. Il écrit quelque chose comme « Le signe ultime de l'ordre, c'est une usine de semi-conducteurs. Ah oui, je vois très bien de laquelle vous parlez. Des milliards de dollars, des décennies de savoir accumulé. Un bidon d'essence à 5 $,
peut la réduire en cendres. Voilà. C'est une image incroyablement puissante et ça montre bien le décalage. On a une foi immense dans la complexité, mais on oublie qu'elle repose sur une base d'ordre social qui, elle, est extrêmement simple et fragile. C'est presque un rappel à l'humilité. Notre monde high-tech est un château de cartes. Exactement. D'accord, donc on a une technologie qui monte et un ordre qui baisse. Mais tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Je pense à Marc Andreessen, qui est un peu le pape du techno-optimisme de la Silicon Valley. Oui, et Arvin prend bien le temps d'analyser sa position. Andreessen est d'accord pour dire qu'il y a un déclin. Ah, donc il partage le diagnostic de base. En partie, mais pour lui, la deuxième courbe qui chute, ce n'est pas celle de l'ordre, c'est celle de l'esprit humain. De l'esprit humain, ok. Il utilise le terme grec timos, un concept philosophique qu'il emprunte à Platon, à Nietzsche. Le timos. C'est la part de l'âme liée à la fierté, à l'ambition, au désir de reconnaissance, à la volonté de se dépasser. D'accord. Pour Andreessen, le problème, c'est que nos élites ont perdu leur timos. Ils voient l'ennemi dans le nihilisme, la haine de soi occidentale, ce qu'ils perçoivent comme une volonté de décroissance et de dépopulation. Donc pour lui, le problème n'est pas la technologie, mais une sorte de faillite morale de nos dirigeants. C'est ça. Ce qui nous amène à la question logique, si le problème est une perte de timos, comment est-ce qu'on le retrouve? C'est là que les deux visions s'affrontent vraiment. La solution d'Andreessen, telle que l'a décrit Yarvin, c'est plus de technologie. La fuite en avant. Une sorte de guerre métaphorique, oui. Une mobilisation générale pour construire, pour innover, aller sur Mars, créer l'IA générale. L'idée, c'est que ce grand projet technologique va par lui-même restaurer l'énergie, la fierté et l'ambition. Le fameux timos. D'accord. Mais Yarvin, lui, il sort une référence beaucoup plus ancienne et beaucoup plus rugueuse, on va dire. Ah oui, Il va chercher chez le philosophe William James au début du XXe siècle. absolument. Il met l'idée d'Andreessen en contraste avec un essai de William James de 1910, L'équivalent moral de la guerre. Un titre déjà très parlant. Très. Et James, déjà à l'époque, s'inquiétait d'un certain ramollissement de la société, d'une perte de virilité, disait-il. Il sentait que sans la dure discipline de la guerre, les sociétés modernes risquaient de devenir décadentes. Et sa solution, c'était quoi, hein? C'était radical, une conscription de toute la jeunesse, pas pour l'armée, mais pour une guerre contre la nature. C'est-à-dire? Il voulait les envoyer de force faire les travaux les plus pénibles, dans les mines de charbon, sur les bateaux de pêche en plein hiver, sur les chantiers. C'est juste inimaginable aujourd'hui, hein. On imagine la proposition faite à la génération Z, la réponse serait « Oh, coloré C'est clair. Mais le but, et il l'écrit noir sur blanc, c'était de leur faire passer l'enfantage. ». Leur faire passer l'enfantage. Oui, to get the childishness knocked out of them. De les confronter directement aux fondations dures et âpres de l'existence. Pour James, c'est cette confrontation avec la nécessité brute, avec la résistance du monde réel, qui forge le caractère, la discipline et au fond, le timos. Et c'est là que l'argument d'Irvin devient vraiment percutant. Il prend ces deux solutions, celle d'Andreessen et celle de James, et il conclut que la technologie n'est pas le remède à la perte de timos. Elle en est la cause. C'est ça. Quand il dit qu'Andreessen soigne le cancer avec du tabac, il fait référence à ce que Nietzsche appelait l'homme dernier. C'est bien ça, hein? Exactement. Il faut peut-être rappeler ce que c'est, l'homme dernier de Nietzsche. Oui, c'est important. C'est la figure de l'homme du futur, qui a tout ce qu'il veut, qui a éliminé la souffrance, le risque, l'effort. Il ne cherche plus que le confort et la sécurité. Voilà, il ne méprise personne, n'admire personne, il a ses petits plaisirs pour le jour et ses petits plaisirs pour la nuit. C'est l'homme sans ambition, sans grandeur, L'horizon ultime du progrès matériel. en quelque sorte. Et pour Yarvin, la technologie est le moteur qui nous conduit tout droit vers cet état. Elle élimine précisément toutes les tâches pénibles que James voyait comme le seul véritable remède. Donc si je suis bien, l'IA et l'automatisation, en nous libérant du travail, ne nous rendraient pas service? Pas du tout. Elles nous priveraient du principal outil de formation du caractère humain? C'est exactement l'idée. Et il pousse le raisonnement encore plus loin avec une autre analogie. Laquelle? Celle de la malédiction des ressources. On observe ce phénomène dans les pays qui découvrent soudainement du pétrole. Paradoxalement, leur économie s'effondre souvent. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'une poignée d'ingénieurs peuvent extraire une ressource qui représente 90% du PIB. Du jour au lendemain, la grande majorité de la population devient économiquement superflue. Elle n'a plus rien à produire. C'est ça. Et donc ces gens passent de ce que les économistes appellent les moyens économiques, produire, échanger, aux moyens politiques.
se battre pour capter une part de la rente. Voilà. Et l'argument de Yarvin, c'est que l'IA pourrait être notre pétrole. C'est une analogie puissante. Elle pourrait rendre une immense partie de l'humanité à productivité marginale nulle. Des masses de gens sans but, sans travail, et des humains désœuvrés et sans timos sont une poudrière. Surtout si les élites qui sont censées maintenir l'ordre ont elles-mêmes perdu leur propre timos. Précisément. Ça fait assez peur. Et ça n'est pas que de la science-fiction. L'essai cite une nouvelle de M. Forster, La machine s'arrête, qui date de 1909. C'est hallucinant de voir à quel point c'était prémonitoire. C'est une référence incroyable. Forster imagine une humanité qui vit sous terre, dans des cellules individuelles, et une machine planétaire, omnisciente, pourvoit à tous les besoins. La communication se fait par écran, les corps se sont atrophiés. Tout à fait. Et le jour où la machine commence à avoir des ratés et finit par s'arrêter, les humains sont incapables de survivre. Ils ont oublié comment faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Ils meurent, tout simplement. C'est l'illustration parfaite du syndrome de l'homme dernier. Alors là, on arrive à la partie où personnellement je suis tombé de ma chaise. Je crois savoir de quoi vous parlez. On pense avoir fait le tour de la critique, et l'essai nous sort un dernier argument, complètement inattendu, sur les origines idéologiques profondes du techno-optimisme. Oui, Il va chercher les racines de tout ça dans une pensée qu'on n'aurait jamais, mais alors jamais associée à la Silicon Valley. le trotskisme. Le trotskisme. Oui, le parallèle est audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait croire que c'est une provocation gratuite. Mais non. Mais non. Il sort les textes. Il s'appuie sur des citations de Léon Trotsky lui-même, tirées de son livre Littérature et Révolution, écrit en 1924. Et ce que Trotsky y décrit est sidérant. C'est fou. Il imagine l'homme communiste du futur, un homme nouveau, qui, grâce à la machine, va totalement maîtriser la nature, déplacer des montagnes, détourner des fleuves. Et mais ça ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas juste de maîtriser le monde extérieur. Trotsky va beaucoup, beaucoup plus loin. Ah oui, beaucoup plus loin. Il écrit que l'homme se fixera pour but de se maîtriser lui-même, de créer un type humain supérieur grâce à des méthodes complexes de sélection artificielle et d'entraînement psychophysique. C'est là que ça devient dingue. Et c'est là que la citation devient vraiment folle. Trotsky prophétise, et je cite, « Le type humain moyen s'élèvera au sommet d'un Aristote, d'un Goethe ou d'un Marx ». Incroyable. Et il ajoute, « Et au-dessus de cette crête, de nouveaux sommets s'élèveront ». C'est quasi mot pour mot le discours des transhumanistes et des techno-optimistes d'aujourd'hui. C'est la même promesse. La même promesse d'une humanité augmentée, de l'émergence de scientifiques, technologues, artistes au-delà de nos rêves les plus fous, comme le dit Andreessen. La similarité est frappante. La pique finale de l'essai est savoureuse. On imagine sans peine Trotsky à Burning Man. C'est une image géniale, non? On l'imagine avec ses lunettes rondes au milieu du désert. En train de discuter d'art algorithmique. Exactement. Plus sérieusement, ce que Yarvin met en lumière, c'est cette racine commune. Qu'elle soit marxiste-léniniste ou capitaliste-libertarienne, l'idéologie sous-jacente est la même. Laquelle? Une foi absolue dans la capacité de la volonté humaine, armée de la technique, à refaire entièrement le monde, la nature et l'homme lui-même. C'est un projet prométhéen de transformation totale. Bon, si on essaie de rassembler un peu les pièces du puzzle de cette analyse, ce manifeste nous présente le techno-optimisme non pas comme une simple attitude, mais comme une véritable idéologie. Avec une histoire, une généalogie inattendue, et surtout, des angles morts béants. La grande thèse, c'est que la technologie, en nous coupant de l'effort, loin de résoudre les problèmes de fragilité de nos sociétés, Pourrait en fait les accélérer dramatiquement. c'est exactement ça. C'est une conclusion assez sombre. C'est une conclusion qui pousse à la réflexion. Et pour finir, l'essai nous laisse face à une pensée, une alternative fondamentale qui est assez vertigineuse. Au fond, il met en lumière deux voies radicalement opposées pour restaurer cet esprit humain, ce timos dont on a tant parlé. D'un côté, il y a la voix d'Andreessen. Voilà. La voix d'Andreessen et des techno-optimistes, accélérés, plongés encore plus loin dans la complexité technologique, en pariant que ça créera de nouveaux défis, une nouvelle frontière qui ravivera la flamme de l'ambition humaine. C'est le pari de la transcendance par la technique. Et de l'autre côté, il y a la voix de William James. Une voix non pas d'accélération, mais de régression volontaire. Un retour en arrière. Un retour brutal, presque punitif, à la confrontation avec les fondations dures et âpres de l'existence. D'accord. Et la question qui reste en suspens que l'essai nous jette au visage, c'est donc la suivante.
Si notre technologie continue d'éliminer la nécessité même de cette confrontation, si elle construit un monde où plus personne n'a besoin de se battre contre la matière, que reste-t-il de l'humanité? Et une société entièrement composée d'individus à qui on n'a jamais, pour reprendre les mots de James, fait passer l'enfantage. Peut-elle réellement survivre?